vaccination. Alors, j'ai pris contact avec les vaccinations au niveau personnel, en ce sens que pendant la guerre, on n'était pas vaccinés. On était dans des circonstances normalement peu favorables à la santé. On était parti, enfin, personnellement, j'étais avec ma petite sœur et ma maman qui avait appris à conduire en 15 jours. Et on était parti sur les routes avec l'Exode, là, et on était arrivé dans le Cantal, dans une maison où il y avait plein de gens, où les enfants dormaient dans le grenier, on s'est bien rigolé. Avec plein d'aventures, le bois où on s'était reposé, qui a brûlé dès qu'on est sorti, enfin bon, des histoires pas possibles. Mais quand on est rentré en 1945 dans la région parisienne, plutôt où j'habitais, on n'était pas vaccinés, on était en pleine forme, on n'était jamais malade. Alors qu'on avait couru un peu pieds nus, on avait bu dans l'eau du puits où on avait trouvé des rats. On n'était pas malade. Et on a commencé par nous vacciner. Et alors, sinusite, otite, on a commencé à être malade. Bon. J'avais pas réfléchi à ça, c'est plus tard que j'ai compris pourquoi on s'est mis à être malade quand on avait toutes les circonstances pour être en bonne santé. Alors qu'on n'était pas quand tout allait mal et qu'on n'avait pas de quoi bouffer. Bon. Et puis, en entrant en médecine, entre parenthèses, j'ai fait la médecine pour une raison bien précise. J'avais fait ma TLM parce qu'il y avait que ma TLM au lycée de garçons. C'était pour être avec les garçons. Et puis comme ça avait bien marché, j'ai passé un MPC à la Sorbonne. Et puis à la fin des vacances, je rentre, silence de mort à la maison. Mon père était mourant d'une septicémie, il avait eu tous les antibiotiques qui commençaient à sortir. Et le professeur de Paris, grand professeur, était arrivé, il avait dit, bon, bah, c'est foutu, il n'y a plus rien à faire, on a fait tout, on avait mis toute la grande bazooka. Et la voisine a dit, ben, on a un homéopathe de Marseille qui est là par hasard, si peut-être qu'il pourrait vous faire du bien à votre mari. Un homéopathe, c'est quoi ça? Ornithorynque, homéopathe. Bon, en fait, elle l'a fait rentrer, et en 2 jours, il était réveillé, il était debout. Et voilà. Et donc j'ai dit, bon, bah, moi je vais faire médecine. Donc je suis passée en SPCN pour faire la médecine. Bon, ça a été mon... Mais quand il a fallu faire la médecine, il a fallu être vacciné. Donc le médecin n'était pas d'accord pour les vaccinations, le médecin de famille, mais puisque c'était la loi, il vaccinait. C'est affreux. La loi, c'est incroyable. On n'écoute pas, on n'obéit pas à la loi de Dieu, ça on s'en fout complètement, la loi de Dieu qui est donnée pour notre bonheur. Mais la loi des hommes qui est donnée pour notre malheur, alors ça, on est rigide. J'avais lu l'histoire, l'autobiographie d'un juif allemand qui était médecin et qui s'en est sorti parce qu'il a pu se sauver en Angleterre, mais il raconte que les Allemands, à 80%, suivaient toutes les lois euthanasiques d'Hitler. À 80%, les 20% autres étant juifs. C'est affreux. Pourquoi l'humanité suit les lois des hommes et pas la loi de Dieu? C'est incompréhensible. Donc, il m'a fait une BCG, mais comme ça n'a pas pris, on l'a refait. Cette fois-ci, ça a repris, ça a pris. J'ai suppuré pendant 1 an, j'ai perdu 10 kilos, j'étais famélique. Moi, je me trouvais très jolie d'ailleurs. Mais moi qui étais toujours en tête à l'école, j'avais perdu la mémoire, la concentration, tout. Heureusement, il y a une vocation, hein, quand, à la fin de première année de médecine, ces grands amphis parisiens,
j'étais au bord de... C'était tout plein, hein, il y avait je ne sais pas combien de personnes là-dedans. Et on me demande de venir tirer au sort la question qui allait être posée. Alors je me dérange, je vais prendre un panier, je tire au sort. Anatomie des voies biliaires. C'est ce que je venais de revoir. Donc j'ai eu une bonne note et voilà, ça a fait un médecin. Mais un médecin dûment vacciné. Mais ma cousine, elle a fait 1 an de SANA après le vaccin. Ah ben oui. Et on avait un copain qui s'appelait Mouquin, qui était le fils du professeur Mouquin, grand cardiologue parisien de l'époque. Il n'était pas vacciné et tous les gars qui voulaient pas de vaccin se faisaient faire un faux certificat par le professeur Mouquin. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas tous pour le vaccin. Mais il y a des gens qui ont la sagesse, mais bien peu nombreux sont ceux qui ont le courage de dire non au mensonge. Et puis j'ai été vaccinée contre la fièvre jaune. Alors c'est bizarre, tous les médecins, quand je suis partie au Rwanda pour travailler pour les pauvres du Rwanda, tous les médecins qui arrivaient étaient tous vaccinés, ils commençaient par faire une jaunisse. On se demande pourquoi. Bon, moi j'ai pas fait de jaunisse, mais j'ai fait une hépatite chronique, ça m'a duré 10 ans à batailler. Bon, alors j'ai compris. Je vous ai raconté qu'externe à l'hôpital Foch, dans le service de polio, j'avais fait mon enquête, j'avais vu qu'ils étaient tous les graves, ceux qui étaient gravement atteints avaient été vaccinés. Et puis j'ai été ensuite externe à la Fondation Vallée, c'est une dépendance pour les enfants de l'hôpital psychiatrique de Villejuif. Et j'étais la seule externe à étudier les dossiers parce que, en fait, les externes ne s'intéressaient pas, ils étaient marqués externes là, mais ils ne s'intéressaient pas à ces pauvres enfants qui étaient ou grabataires ou gravement invalides mentaux. Bon, mais moi ça m'intéressait. Donc j'ai regardé les dossiers et je me suis aperçue que beaucoup d'enfants gravement atteints cérébralement l'avaient été après la vaccination antivariolique. Les dates confirmaient. Et puis, alors, je vous ai raconté l'histoire de la néphrose lipoïdique en pédiatrie. Et puis, au Rwanda, j'ai soigné pour la variole une sœur qui prudemment se faisait revacciner régulièrement. Enfin, je l'ai guérie avec mon peu de connaissances homéopathiques de l'époque. Je dis, les maladies aiguës, c'est relativement facile. On pourrait guérir toutes les maladies aiguës sans vaccination. Et j'ai soigné d'autres varioles au Rwanda et qui ont toutes guéri. Avec antimonium tartare, je ne connaissais pas grand-chose, mais voilà, je donnais antimonium tartare et puis ça guérissait. Et maintenant, mon expérience au cabinet, alors, il y a ceux qui ne savent pas qu'ils ont détruit leur santé au moment de la vaccination. On le retrouve dans l'anamnèse, les dates. Mais eux, ils ne savent pas, ils ont commencé à être fatigués, à s'enrhumer, à diminuer leur immunité. Et de toute façon, quand je soigne des enfants qui vont bien, si je soigne des parents, la mère enceinte, l'enfant va bien normalement. Et puis tout d'un coup, l'enfant commence à perdre son immunité, à attraper un tas de trucs, etc. Je sais que le père a obtenu, et la mère ne me le dit pas, parce que le père est cartésien, forcément. Donc le père a obtenu que l'enfant soit vacciné. Et ça commence les pathologies. Et puis il y a les gens qui consultent pour des troubles post-vaccinaux. Alors c'est extraordinaire, les troubles post-vaccinaux, on se demande pourquoi ils se sont fait vacciner. Il y a tous ceux qui sont vaccinés obligatoirement parce qu'ils sont soignants et qui pourraient attraper une hépatite par le sang de leurs malades, des infirmières, etc. Mais j'ai eu un monsieur, il était électricien. Il a été obligé de se faire vacciner
pour vérifier les installations électriques de je ne sais quel hôpital. Voilà, et depuis ça, fatigue, dépression, troubles digestifs, ça a duré 4 ans jusqu'à ce que je lui donne Téléa. Téléa, mais c'est pas évident de donner Téléa, j'aurais pu ne pas trouver le remède. Mais c'est... Alors, il y a des gens qui disent oui, il faut les vacciner pour les protéger contre ceci, ça, la rougeole et les oreillons. Et après, on leur donne Thuya, parce que c'est vrai, Thuya est souvent sensible, particulièrement au vaccin. Mais c'est comme si je disais, ben, on va taper sur le gosse avec un marteau et puis on lui donnera un handicap. Et on ne trouve pas toujours le remède qui va sauver la personne du déséquilibre dans lequel la vaccination l'a plongée. Je soigne une petite Astrid depuis des années. Jusqu'à 12 ans, elle était pleine de vie, joyeuse, heureuse. Et puis, on l'a vaccinée contre, je ne sais plus quoi, HBS. On se demande pourquoi. Vraiment, on se demande pourquoi. Hépatite B. Maladie sexuellement transmissible. Et qu'on fait aux enfants nourrissons. C'est incroyable, c'est se moquer de nous. Et j'ai eu le fin fond de l'histoire de l'hépatite B par un médecin qui est le frère d'un médecin qui travaille chez Merleux et qui a assisté au conseil d'administration qui a inventé ce vaccin de vacciner toute la population. Alors, je ne dis pas son nom parce que il risquerait de perdre la vie, hein, on ne sait jamais. Hein. Donc, ce qui est arrivé, c'est que tous les caisses, les tonneaux de sang de l'Institut Mérieux, ils envoient des dérivés du sang dans le monde entier, ont été contaminés par le Creutzfeldt Jacob. Vous avez su ça? Ah, Creutzfeldt. Bah oui, parce qu'il y avait les émissions. Voilà. Et donc, c'était une perte, 15 millions d'euros, francs, je ne sais pas quoi à l'époque, 15 millions. Oh, je ne sais plus le chiffre, enfin c'était une perte sèche d'argent extraordinaire. Je crois que c'était 15 millions de francs. Et donc ils ont dit faut qu'on trouve une vaccination qui nous fasse revenir tout cet argent. Mais alors ils ont réfléchi, ils se sont dit en ce moment il n'y a pas d'épidémie, qu'est-ce qu'on peut trouver comme vaccination? Il y en a un qui a eu une idée, parce qu'ils sont intelligents quand même. Hein. Il a dit, eh bien, il faut leur faire peur de l'hépatite B qui donne le cancer. Alors, c'est vrai dans les pays où les pays en voie de développement, où les foies sont parasités, les gens sont dénutris, anémiés, etc. Alors, il y a des cancers par l'hépatite B. Mais en France, c'est rarissime un cancer primitif du foie par hépatite B. C'est rarissime, c'est vraiment pas une affaire d'éviction, de déracinement d'une maladie grave. C'est complètement évident. Mais ils ont commencé par envoyer à la télé des spots en racontant que l'hépatite B, c'est terrible parce que ça donne le cancer, pour donner la peur. Et après, la salive même est contaminante. Hein, et il nous disait à ce moment-là que même la salive était contaminante. Donc ça, c'était formidable. Donner un baiser à quelqu'un, même à son enfant, ça risquait de transmettre. Ce qui est un mensonge effrayant. Et voilà. Celui qui nous a beaucoup aidé dans cette démarche est Dousto Blasi. Oui, merci Dousto Blasi. Tous les recteurs, demandez à tous les recteurs qu'on vaccine tous les gamins de 6e. Et voilà. Ça vous parle. C'est ce qu'on ne fait pas pour payer une campagne électorale. Oui. Voilà. Donc, j'en étais. Excusez-moi. Donc, la petite Astrid, donc, elle a eu droit à son hépatite B à 12 ans. Elle devient triste et fatiguée tout de suite après le vaccin. Des troubles de la vue apparaissent, puis des troubles cérébelleux. On découvre une sclérose en plaques. Sans lien, bien sûr, avec le vaccin. Sans lien, bien sûr. Et elle a 30 ans maintenant, elle est encore handicapée à 100%.
elle a des myoclonies, de la détose, comme ça. Elle ne tient pas debout parce qu'elle n'a plus de cervelet carrément, hein, donc elle passe sa vie sur un fauteuil. La seule chose que j'ai pu améliorer, c'est au lieu d'avoir la tête comme ça toute la journée, elle tient droit de sa tête. C'est tout ce que j'ai pu améliorer. On ne gagne pas toujours, hein. Ou Florence. Florence, pleine de vie jusqu'à 15 ans. Et puis BCG. Après le BCG, elle commence à avoir des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention, de la fatigue et tout. Donc on veut la stimuler, l'obliger à travailler, elle n'y arrive pas. Son père la dispute. Pour échapper au père, elle se jette par la fenêtre, elle se casse le calcanéum. Enfin, toute une histoire, elle arrive à l'hôpital. À l'hôpital, la mère dit qu'elle n'a plus ses règles depuis je ne sais combien de temps. Alors, on cherche à voir si elle n'est pas enceinte. On la force avec le spéculum et tout ça. Donc, on la traite de conne parce qu'elle ne veut pas, etc. Donc, toute une histoire épouvantable. 27 ans comme un zombie après ça. 27 ans comme un zombie. J'ai pu lui trouver son mail. Maintenant, elle est très heureuse. Analonium. Mais analonium, ça se trouve pas sur les pas d'un cheval. C'est pas facile de pouvoir dire cette personne est analonium. C'est un mec difficile à comprendre, à trouver. J'aurais pu me passer à côté, elle serait encore dans cet état-là. Alors, quand je vois dans quel état ça m'avait mis, moi, le BCG, je comprends, seulement... voilà, elle est restée 27 ans dans un état lamentable. Voilà. Alors, en fait, cette histoire de BCG, pour positiver la QT, c'est complètement idiot, parce que l'acuité positive, c'est le signe que la personne est malade. Alors, on veut positiver l'acuité. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On en fait des malades. C'est un mensonge. Et les gens n'ouvrent pas les yeux sur le fait qu'on leur ment. C'est la science. On adore la science. Et entre nous, les anticorps, ça m'est arrivé de voir que les anticorps qui sont nombreux disparaissent après le 6 minimum homéopathique qui guérit la personne. Ce qui prouve que le 6 minimum n'est pas un signe, les anticorps, ce n'est pas un signe que la personne, qu'elle se défend, oui, mais qu'elle a gagné, c'est pas un signe, parce que elle se défend contre l'ennemi qui est toujours en place, donc elle est malade. L'anticorps ne prouve rien. D'ailleurs, le docteur Sen avait dit, c'est un Suisse, je crois, il soignait presque tous les gens il commençait par éclaircir le cas avec les dynamisations des vaccinations qu'ils avaient eues dans l'ordre où ils les avaient reçues. Moi, je n'étais pas bien d'accord avec ça parce que je suis tellement axé avec mon 6 minimum, je me dis le 6 minimum doit régler le problème post-vaccinal. Mais il y a des gens pour qui non. J'ai une lettre que j'ai mise ici d'une dame qui a une maladie de Clarkson. Alors, une maladie orpheline, ils ont plein de maladies orphelines, ils les fabriquent. Ils en inventent tous les jours. Ils en inventent tous les jours. Mais donc, cette femme présentait une maladie orpheline, appelée syndrome de Clarkson, une hypoprotéinémie grave entraînant la fuite du sérum sanguin hors des vaisseaux dans les tissus environnants. Et le malade meurt rapidement étouffé par les œdèmes. Le traitement allopathique est la transfusion mensuelle de protéines, ce qui permet une survie autour de 5 ans. Cette malade survit depuis 20 ans grâce à ce traitement, plus l'homéopathie. Cependant, elle ne guérissait jamais et le traitement d'injection de protéines reste toujours indispensable. Je décide de lui donner Vaccinotoxinum 10 000.
en plus de son maître de fond, je pense être son maître de fond, Kalinic, qui lui fait beaucoup de bien, mais qui ne la guérit pas. Et 5 semaines après, je reçois ce mail. Cher docteur, depuis que nous nous sommes vus, voici un mois, je vais de mieux en mieux. J'ai attrapé un virus la semaine qui a suivi ma consultation avec vous, dont j'ai guéri. Alors que d'habitude, chaque fois qu'elle attrapait un virus, c'était la fuite de protéines immédiate et pimpon, fallait aller à l'hôpital pour faire la transfusion de protéines. Sinon, c'était la mort. Et la dernière semaine d'intercure, en général, la dernière semaine où elle attendait ses protéines, elle n'était pas bien, donc elle ne mangeait pas parce que le manger provoquait tous les symptômes. Elle restait à jeun, elle restait au lit, elle ne faisait rien pendant la dernière semaine en attendant sa cure de protéines. Donc, la dernière semaine d'intercure, j'ai perdu les œdèmes qui étaient venus pendant le virus. Jusque-là, chaque infection virale l'aggravait considérablement, etc. Selon la faculté, je suis considérée comme sans traitement la 4e et dernière semaine d'intercure, ce qui veut dire que j'ai guéri toute seule, puisqu'elle était bien dans sa semaine d'intercure. Donc elle a l'impression maintenant d'être guérie. Alors, on va voir, c'est récent. Mais pour la première fois, elle me dit « j'ai l'impression d'être guérie ». Ah ouais. Alors, elle a quand même été à son intercure, ils ont quand même fait les protéines comme d'habitude, mais ils ont quand même augmenté le temps d'intercure. Donc ça prouve qu'ils ont quand même vu que ça allait mieux. Bon. Mais on voit comment son organisme a été marqué par ce médicament, par cette vaccination, des dizaines d'années après, puisque c'est Vacciноtoxinum 10 000 qui la libère. Je soigne aussi une dame qui a un diabète de type 1, c'est très grave. Elle l'a depuis l'âge de 5 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand elle avait 5 ans? Vaccin antivariolique. Et elle est devenue immédiatement diabétique après. J'ai eu une femme hypertendue et obèse qui, après Vacciноtoxinum et Calicarb, a perdu 24 kilos sans effort alimentaire. Parce que les obésités actuelles, c'est le problème des obésités, les enfants obèses, etc. Les pauvres, on les embête avec les régimes, leur faire du sport. Mais nous, on ne faisait pas de sport, on n'était pas obèses pour ça. Donc, on leur fait vivre un martyr, ces enfants obèses, déjà par le regard des autres. Mais on sait bien que les remèdes les plus sensibles, enfin les gens les plus sensibles au vaccin sont les personnes thuya ou natrium sulf. Thuya et natrium sulf ont tendance à l'obésité. Si on les déséquilibre, ils vont faire de l'obésité, c'est-à-dire que leurs cellules, c'est pas de la graisse, les cellules se font se gonfler d'eau, donc ça, elles vont être plus grosses. On leur fait vivre un martyr. D'ailleurs, le docteur Schweitzer disait qu'il n'avait jamais vu de cancer à l'embaréné tant qu'il n'avait pas vacciné contre la variole. Ah. Ah oui, les allopathes eux-mêmes, à un certain niveau, connaissent la nocivité des vaccins. Pas tous, pas le petit médecin de quartier qui croit faire son devoir en obligeant la maman à vacciner son enfant, sinon c'est une mère indigne, etc. Lui, il ne sait pas, il n'a pas le temps d'étudier d'ailleurs, il faut qu'il fasse beaucoup de consultations pour pouvoir gagner sa vie et de sa famille. Donc il n'a pas le temps d'étudier. Ou bien s'il étudie, c'est les EPU où on verse la doctrine, la bonne doctrine. Donc, les allopathes, à un certain niveau, savent la nocivité des vaccins. D'ailleurs, Marc, tu te souviens certainement de ton passage à Bordeaux, là, devant le tribunal
j'avais fait un petit discours, et le président de l'Ordre de Bordeaux avait quitté la séance en disant « Nous connaissons la dangerosité des vaccins, mais ce n'est pas à nous de s'occuper de ça. » Ah oui. Quelle démission. Il avait reconnu d'ailleurs qu'il vaccinait 1000 personnes tous les ans dans sa clientèle contre la grippe. Alors je lui ai dit, bah oui, ça vous fait 23 000 euros de revenus annuels, ça revient le vaccin. Ah oui, c'est facile, hein, ça n'a pas besoin d'être intelligent. Chez les pédiatres, c'est simplement la vaccination, c'est 25 à 40% de leur chiffre d'affaires. Mais les vétérinaires aussi. Hein. Ils sur le médicament. En plus. Parce que si c'est pas au médecin de s'occuper de ça, bon, ça veut dire que le médecin se fout complètement de la santé des gens. Bien sûr. Faire la santé de son porte-monnaie. Alors, ils ont bien remarqué que le vaccin s'oppose aux germes contre lesquels on vaccine. C'est pour ça qu'on change de vaccin tous les ans contre la grippe. Mais là, quand même, ils remettent le H1N1 de 2009 parce qu'ils n'ont pas écoulé les stocks. Alors, ils remettent dans les vaccins des années suivantes. Mais en principe, ils nous racontaient qu'il fallait changer de vaccin tout le temps et revacciner parce que c'est pas le même virus. Mais c'est pas le même virus, mais ils le prévoient. Comment ils le prévoient? Voilà. La méningite. Alors, vraiment, pour attraper la méningite, il faut se mettre le nez sous le nez du malade. Hein. C'est pas comme la rougeole qui s'attrape très facilement. La méningite, ça s'attrape difficilement. Il y a un cas et puis c'est tout. Ou même quelques cas. Bon, c'est vrai que c'est grave. Mais maintenant, s'il y a un cas, on vaccine tout le département. S'il y a 3 cas, on vaccine toute la France. Bon, c'est vraiment une exagération. Mais résultat, ils ont vacciné contre le microbe C. Résultat, au niveau des anticorps, des cas de méningite, il y a eu moins de méningite à méningocoque C, mais il y en a eu plus à méningite qu'à méningocoque B. Et il y avait le même nombre de méningites à la sortie. Alors ça sert à quoi? Plus. Et même plus. Il y a eu plus de morts avec la méningite B. En Angleterre, en 2000, ils ont vacciné 18 millions de personnes parce qu'il y avait eu quelques centaines de méningites de type C. Donc ils ont vacciné contre la méningite de type C 18 millions de personnes, et l'année suivante, et c'est pas moi qui le dis, c'est les autorités sanitaires françaises qui reconnaissent l'échec en disant qu'il y a eu davantage, il y a eu voire plus, non ça veut dire davantage, de méningites mortelles de type B. Mais ça fait rien, l'année suivante en France, on a fait la même chose. Et en fait, excuse-moi, le fond du problème des méningites, puisque ça s'attrape difficilement, mais par contre, il y a 20 à 40% de porteurs sains. Or, pendant plusieurs années, à chaque fois qu'il y avait un cas de méningite en France, j'écrivais au préfet, et j'écrivais au directeur de l'école, j'écrivais au président du conseil général en leur demandant de faire une enquête sur les porteurs sains et de voir si les porteurs sains en question, puisqu'il y en a 20 à 40% selon les saisons, s'il n'avait pas pris un antibiotique ou s'il n'avait pas reçu un vaccin ou s'il ne vivait pas à proximité d'ondes électromagnétiques parasites qui sont sources de mutations. Je n'ai jamais eu de réponse. Or, on sait que c'est le phénomène de commutation. Et ce sont en fait des porteurs sains qui tombent malades. Mais en aucun cas, quelqu'un qui est contaminé comme par un porteur sain, parce qu'il faudrait vraiment se toucher et encore, on n'est même pas sûr. Et ce sont les porteurs sains qui créent la maladie. Alors, le fait des scléroses en plaques et tout ça, en fait, ils le savent.
à tel point que le docteur Jean-François Salouzy, une grosse huile, fait Sanofi Pasteur et consultant à l'OMS, dit, écoutez bien ça, il dit ça à tout son personnel inquiet parce qu'il y a une lutte contre les vaccinations, ils ont peur de perdre leur boulot. Donc le personnel est inquiet, il va les rassurer. Le problème pour les industriels, dit-il, ce n'est pas les effets secondaires bien connus, comme la sclérose en plaques ou l'autisme, relativement rares. Quand ça te prend sur ton gamin, c'est pas relativement rare. C'est l'accident bête par contamination de toute une population par un virus étranger introduit dans la fabrication du vaccin. Et pourquoi ils sont inquiets? Il dit, là, le laboratoire peut fermer. Il ne dit pas, là, c'est une catastrophe, c'est un génocide, c'est je ne sais pas quoi. Non, là, le laboratoire peut fermer. C'est tout ce qu'il voit. Alors, on nous propose maintenant un vaccin à ADN administré par patch et non par piqûre. Parce que comme ça, on ne fait pas pleurer l'enfant, donc la maman n'a pas peur, etc. Bon. Et ça éliminerait les risques de la vaccination contre de nombreuses maladies. Tiens, il y avait donc des risques. Puisque maintenant, ça va éliminer des risques. Et on va éviter la maltraitance, c'est ça aussi? Oui. Alors aussi, il y a l'histoire du procès contre Merck en Amérique. Tu étais au courant de ça? Merck qui a fait un vaccin contre les oreillons. Et pour montrer... Alors, ils n'ont pas cherché à faire une statistique sur la population, non. Ils ont compté leurs anticorps. Et pour qu'il y ait plus d'anticorps, ils ont foutu des anticorps animaux dedans. Oh, ça j'ai vu. Et donc, d'abord, leur vaccin n'a pas marché en Amérique, qui était le plus grand client, à cause de l'importance de la population. Donc, le gouvernement américain s'est retourné contre Merck. Je pense que ça s'est arrangé. Entre amis, on peut s'arranger. Mais donc, ça n'a pas marché. Et au contraire, ça a généré une augmentation des oreillons. Et on vous fait peur avec leur kit possible des oreillons. Bon, mais ils ont qu'à soigner leur orchite. Si ça existe, ils ont qu'à soigner par homéopathie, il n'y aura pas d'orchite. Et même s'il y a une orchite, on la soignera par homéopathie. Bon, ils ne connaissent pas, ils ne veulent pas connaître. Mais l'orchite des oreillons, c'est excessivement rare. Ah oui. Il y a des médecins qui ont vu ça. C'est marqué dans les livres. Mais moi qui suis médecin depuis 1960, je n'ai jamais vu des suites d'oreillons qui ont donné une stérilité. Alors, c'est quand même pas quelque chose qui doit faire peur à toute la population. Bon. Alors ça, c'est Merck. Il y en a qui ont voulu me parler du garde d'asile. Alors c'est extraordinaire, c'est un triple mensonge, le garde d'asile. Premièrement, parce que le cancer du col n'est pas un cancer fréquent. C'est pas vraiment contre ça qu'il faut se lancer en guerre. Et en plus, il n'apparaît, de manière générale, il y a toujours des exceptions, mais en principe, il n'apparaît que chez les femmes qui ont eu des relations sexuelles trop jeunes et multipartenaires. Je pense que dans les familles où il y a une bonne éducation, ça ne devrait pas exister. Encore à la rigueur, on soignerait que les enfants, les petites filles de prostituées qui sont habituées à une autre morale, etc. Bon, vaccinons-les, celles-là, cas à risque, mais pas dans une bonne famille. Deuxièmement, donc,
alors, premièrement, elle suppose que le cancer du col est un fléau, ce qui ne l'est pas. Deuxièmement, elle suppose que toutes les jeunes filles ont une activité sexuelle désordonnée multipartenaire. J'espère que non. De plus en plus quand même. Parce que, en plus de ça, vous avez des mamans qui se sont senties, quand elles étaient jeunes, frustrées parce que leurs parents ne les laissaient pas sortir et coucher avec n'importe qui, donc elles n'étaient pas heureuses. Donc elles veulent donner le bonheur à leur fille, qu'elles puissent coucher avec n'importe qui, en ayant la prévention vaccinale, etc. etc. Il faut quand même savoir, je pense que vous êtes tous des spirituels, que le but de notre vie humaine, c'est d'acquérir l'Esprit Saint. Et c'est pas en ayant des relations sexuelles multipartenaires dès l'âge de 12 ans qu'on va acquérir l'Esprit Saint. Une bonne maman, elle veut que son enfant reçoive les promesses du Christ. Pas le zizi pampan qui les ruine, qui les déprime, parce qu'elle ne trouve jamais ce qu'elle en fait elle cherche. Bon. Ensuite, elle suppose que le HPV, la vaccination, suppose que le HPV est responsable du cancer du col, puisqu'on le trouve dans le tissu cancéreux du col. Mais là, vous êtes dans une pièce, c'est pas vous qui l'avez créée. On ne va pas dire, puisqu'ils sont là, c'est eux qui ont créé la pièce. Tandis que les scientifiques disent, puisqu'il y a du HPV dans le tissu cancéreux, c'est que le HPV a créé le tissu cancéreux. Alors qu'en fait, le HPV, il se trouve dans toutes les voies génitales des femmes qui ont commencé une activité sexuelle. Et puis, au bout de quelques années, il disparaît. C'est ça le triple mensonge. Et puis, il y a la vaccination des nourrissons contre une maladie. Ah oui, un jour, il y a un laboratoire qui me téléphone, qui me dit, ah, voilà, maintenant, il faut les vacciner avec le garde d'asile à l'âge de 11 ans. Ah bon, je dis, parce que l'État a accepté la pédophilie. Elle dit, mais non, pas du tout. Je vais raccrocher. Alors maintenant, ils ont inventé que ce n'était efficace que quand c'est avant les premières relations sexuelles. Non, mais ils se foutent du monde. De plus en plus jeune. Mais c'est vraiment... Et que les gens suivent ça. De vacciner les garçons aussi. Et maintenant, les petits garçons. Voilà. Aux États-Unis, ouais. Aux États-unis, c'est fait déjà, oui. C'est incroyable, c'est diabolique. C'est vraiment diabolique. Pour stériliser, pour avoir tout le monde. Et puis, les nourrissons qu'on vaccine contre l'hépatite B. Alors, moi, j'ai dit aux gens, ben oui, il faut être prudent, il y a des pédophiles, le papa est pédophile. Ah mais non, mais pas du tout. Bon, ben alors le vaccinez pas, il risque rien. Alors, bien sûr, les mamans disent, mais les médecins font pression. Les médecins qui ont la science, ils font pression. Et pourquoi ils font pression? Parce qu'ils croient. Ils croient comme on croit à un dogme, la Sainte Trinité. Voilà. Ils ont cru à la Sainte Trinité que leurs parents leur a appris. Ils n'ont jamais même réfléchi à ce que ça voulait dire. Heureusement qu'il y a les djihadistes qui leur disent qu'ils sont idolâtres. Comme ça va les faire un peu réfléchir sur ce que c'est que la Sainte Trinité. Donc, ils croient à la Sainte Trinité et ils croient aux vaccinations. Parce qu'ils ne réfléchissent pas sur ce qu'on leur a dit. Donc, ils prennent, ils absorbent. N'importe quoi. Sans vérifier les dogmes qu'on leur enseigne, ils ne cherchent pas d'autres sources de savoir comme vous. En plus de ça, on leur montre des fausses statistiques. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est un professeur de chirurgie cérébrale qui m'avait montré ce genre de diagramme que j'ai pu vérifier. Il vous faut une courbe. Il y a moyen d'écrire là. Sur la gauche. La gauche. Sur le tableau, il y a. Ah. Le fameux score vaccinal.
Voilà. Voilà, le symptôme, l'intensité du symptôme, et puis le temps. Alors, le monsieur du laboratoire, qui a pris sa leçon par cœur et qui a du bagou, vient expliquer au médecin que l'intensité du symptôme va croître avec la maladie, et puis à ce moment-là, on donne le médicament, et l'intensité du symptôme diminue. Mais on vous coupe le truc ici, et on ne vous dit pas qu'en continuant le médicament, ça va remonter d'autant plus, et ça va amener à la mort. Mais on vous montre que ça. Et le médecin, il y croit, il est habitué à gober. Et moi, ça, je l'ai vu, hein. Pourtant, j'en vois pas souvent, parce que dès le début, je les ai foutus à la porte, ils viennent pas me voir. Donc, il y a des médecins quand même qui réagissent. Il y a je ne sais pas si vous avez lu ça, le docteur Suzanne Humphrey, néphrologue. Elle nous raconte comment elle a un jour compris la supercherie et elle a eu le courage de dire « Comme beaucoup de médecins, j'ai pendant des années eu une foi aveugle dans les vaccinations. Je croyais qu'elles étaient nécessaires, sûres et efficaces. » Elle s'est aperçue que de nombreux patients développaient une maladie des reins après une vaccination. Et avant, c'était une contre-indication à la vaccination, la maladie des reins. Mais plus maintenant. Maintenant, il n'y a que le sida et le cancer pour contre-indiquer. Comme beaucoup de médecins, je n'ai jamais ouvert le moindre document pour me faire une opinion personnelle. Je reconnais. Mais contrairement à beaucoup de médecins, je ne puis supporter d'adhérer à de faux paradigmes. Moi, j'ai eu la chance quand même de l'histoire de mon père, parce que le grand professeur avait dit qu'il allait claquer, et le petit médecin inconnu passe, donne un remède homéopathique, dit que lui de rien du tout, et il est guéri. Et alors là, les grands professeurs, ça a été fini pour toujours. Vacciné. Contrairement à beaucoup de médecins, dit-elle, je ne puis supporter d'adhérer à de faux paradigmes, et je ne dois rien au gouvernement. Au cas où se présenterait le pire des scénarios, et contrairement à la plupart des médecins, j'ai la possibilité de gagner ma vie sans avoir besoin d'une licence médicale. C'est sûr, moi je m'en fous de faire la vaisselle. Gagner ma vie en faisant la vaisselle, c'est pas une heure. Suzanne Humphrey continue, je ne crains pas de clamer haut et fort la vérité que j'ai découverte, les milliers de pages que j'ai consultées, les centaines d'heures de travail que j'ai consacrées à la recherche m'ont permis de découvrir l'horrible vérité par rapport à ce qui est fait aux gens, comme aux animaux, partout dans le monde, sous le faux prétexte de santé publique. Et maintenant, on a des preuves visibles de la nocivité des vaccinations. Vous êtes peut-être au courant d'ailleurs des travaux du docteur Moulden. Oui, c'est ça, donc je n'ai même pas besoin d'en parler. Il y en a combien qui le savent? Quelques-uns. Bon, il utilise les méthodes les plus modernes de diagnostic d'imagerie pour montrer que quand vous vaccinez, immédiatement les leucocytes se précipitent en foule dans les petits vaisseaux pour bouffer les microbes que vous avez injectés. Et ils bouchent les petits vaisseaux parce qu'ils arrivent en masse, les globules rouges ne peuvent plus passer et le tissu n'est plus oxygéné. Donc vous avez partout dans le corps des endroits dans les organes qui vont être déficients, qui vont donner des toxines par des agrégations du tissu, etc. Et notamment au cerveau, d'où les problèmes neurologiques. Voilà. Bah oui. Voilà. Alors, ils ont le culot de dire que la sclérose en plaques, ça ne peut pas arriver aux bébés, donc il faut vacciner les bébés, parce que la myéline n'est pas formée. Attendons, il y a tout ce qu'il faut pour former la myéline dans le bébé. Et c'est ça qui va être abîmé. Voilà. Voilà, je crois que vous vouliez poser des questions. Je voudrais poser une petite question. Comment avez-vous pu, toute votre vie, Ne pas vacciner.
Non, c'est pas ça. Vous, personnellement, gardez votre sérénité ou atteindre une certaine sérénité, parce que je suppose que vous avez atteint cette sérénité. Malgré toute cette saloperie, vous avez pu vivre. Parce que quand on sait, plus on sait, plus ça devient pire. Ah oui, c'est dur dur à de supporter. voir le monde tel qu'il est. Oui. Je pense que toute cette horreur du monde renforce ma foi. Parce que le monde est malheureux, il est perdu, et il a besoin d'un rédempteur, et que j'ai consacré ma vie au rédempteur. Et c'est à cause du rédempteur que j'ai la sérénité, parce que je sais que dans le plan de Dieu, tout ça va être sauvé. Il me demande simplement de travailler à la vérité. Et peu importe ce qu'il en sortira de moi. Voilà. Lors d'une conférence, le docteur Delors-Juril, qui a beaucoup travaillé sur les statines, Ah oui, et qui est un scientifique, qui est un chercheur conventionnel, et je lui ai posé la question des vaccinations, en aparté bien entendu, hein, et il m'a dit qu'en tant que scientifique, lui, il voulait toujours, bien sûr, pour démontrer des choses, avoir des preuves. Il m'a dit qu'en la matière, il n'avait pas encore trouvé de preuves Ah bon? concernant les vaccinations. que les vaccinations sont bonnes. Qu'elles sont efficaces, effectivement. Oui, Sont efficaces. il n'a pas trouvé Ah oui, de preuves. ah oui, Donc ça d'accord. montre bien. Ah, tiens, oui. Ouais. Et pardon, excusez-moi. Deuxième témoignage, celui du docteur Donatini qui a fait une conférence. C'est un gastro-entérologue. Et où, pour lui, nous avons beaucoup de germes dans notre bouche, et notamment des HPV, des papillomavirus. Et je lui ai posé la question lors de la conférence, donc de la vaccination. Et pour lui, la vaccination avait peu d'intérêt. Il a expliqué qu'il y avait en fait, vous pouvez vacciner, mais dans des cas très très rares, après avoir questionné la personne, etc., pour vraiment savoir s'il y avait nécessité. Mais je pense qu'il m'a répondu ça parce qu'évidemment, c'est une conférence où vous pouvez y avoir Voilà, des gens qui... Voilà, c'est- faut être voilà. prudent, voilà. Tout à fait. Il se couvre. Oui, oui, il se couvre. Oui, oui, Il a écrit d'ailleurs un livre sur les vaccinations, docteur Donatini. Il est Donatini. gastro-entérologue à Reims. Attendez, ça me fait penser à quelque chose que vous me dites là. Je vais souligner quelque part. Au niveau du nombre de microbes. Oui, parce qu'ils disent que c'est rien du tout les 6 vaccins qu'on met dans la même soupe aux enfants. À côté de la multitude des microbes que l'enfant est appelé à affronter en sortant du sein de sa mère. Mais alors, pourquoi vacciner? S'il y a une multitude de microbes ou qu'il va se défendre contre cette multitude, pourquoi en prendre 6 et lui donner par voie veineuse, en plus par voie sanguine? Il y a une très bonne émission qui est passée il n'y a pas longtemps sur Arte, Planète Corps, où on explique justement toutes ces bactéries, tout ce qui habite notre corps. Et c'est encore visible en streaming pendant quelques temps. Enfin, moi, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Voilà. Et ça s'appelle comment pour... Planète Corps. Planète Corps. Voilà. Je veux signaler aussi une autre remarque, puisque les médecins vaccinent contre la rougeole, le rayon rubéole, parce qu'ils craignent les orchites donc chez les garçons. Et par contre, il ne se pose pas de problème avec le vaccin, le Gardasil, donc l'orchide qui peut entraîner la stérilité, donc on lutte contre cette éventuelle stérilité. Par contre, il ne se pose pas de question avec le Gardasil, en sachant qu'il contient un produit, le borate de sodium, qui peut avoir des effets stérilisants. Alors il y a un paradoxe là. Il n'y a que des paradis. Il n'y a que des paradis. Je soigne une petite dame qui a eu un enfant par fibre. Non, elle n'en a même pas. Elle en veut un. Elle veut absolument un enfant. Donc elle a 2 embryons. Alors toutes les filles vont louper. Et elle a 2 embryons qui sont complets en attendant. Et elle m'a dit, ils m'ont implanté un seul embryon pour en garder un parce que, écoutez ça, c'est extraordinaire. Comme mon mari a une possibilité de trisomie,
Si jamais cet embryon qui m'ont implanté faisait un trisomique, on l'avorterait et vous auriez l'autre. Vous vous rendez compte? C'est vraiment le diable. C'est épouvantable. Et qui dit que l'autre n'est pas trisomique aussi? Oui. Je vais trisomique. Bon, on l'avortera. Et puis on commencera tout, on prendra du sperme et voilà. Mais il parle même d'un vaccin contre les acariens. C'est un marché tellement important. Est-ce que vous avez utilisé les unités corsacoviennes? Ben, on est obligé d'utiliser les corsacoviennes quand on prend des hautes dynamisations, parce qu'on ne peut pas faire 10 000 passages avec 10 000 flacons, hein, avec la méthode allemanienne. Donc, dès qu'on va dans les hautes dynamisations, on utilise des corsacoviennes. Ah oui, quelqu'un m'a posé la question sur la valeur des laboratoires. Ah oui. Alors, moi je dis que, bon, il y a le problème des produits chauffés, hein, qui sont faits à partir des produits biologiques et qui sont obligatoirement chauffés. Donc ceux-là, ils sont annihilés au niveau valeur homéopathique, il n'y a plus rien. C'est vraiment une catastrophe. Mais sinon, Pulsatiga chez Boiron, c'est Pulsatiga. Et je remercie la Providence que Boiron ne fasse pas de médicaments au-dessus de la 30CH, ou que si on en demande, mais en fait ils font des flux continus, ils ne font pas des corsacoviennes, qui ont moins de force. Mais si, vu la méconnaissance de l'homéopathie de la grande majorité des homéopathes, qui utilisent l'homéopathie comme l'allopathie, s'ils avaient en main des 10 000, ils vous foutraient des 10 000 tous les jours, et ils feraient des pathogénésies et déséquilibreraient gravement les malades. Donc, heureusement qu'ils ont des 30 CH. Déjà, les 30 CH tous les jours, c'est quand même embêtant. Mais en fait, en principe, ils ne donnent pas des 30 CH tous les jours. Ils donneront une lycopodium 30 CH un dimanche, et Sepia un autre dimanche, Calcaracam un troisième dimanche. Et puis, à l'intérieur de la semaine, on donne en 5 CH un petit mélange. Entre nous, c'est pire que du pluralisme, ça. C'est vraiment c'est se moquer de l'homéopathie. Bon, il y a des pluralistes qui sont des bons médecins, comme le docteur Voisin, qui était un grand homéopathe. Bon, l'homéopathie est difficile, et il donnait plusieurs remèdes pour être sûr d'atteindre la cible, parce qu'il était dans... Bon, c'était sa technique, mais c'était quelqu'un qui n'arrêtait pas d'étudier les remèdes, les symptômes, et qui faisait du bon travail. Il y a des pluralistes qui font de l'excellent travail, on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais cette manière de donner de l'homéopathie comme de l'allopathie, c'est comme si on donnait des trucs anti-ceci, anti-cela. Alors, il a le lundi, il a... je ne sais pas quoi. C'est vraiment se moquer de l'homéopathie. Alors, vous vouliez parler des produits de qualité, l'homéopathie oui, de voilà, qualité, alors c'est ça que marques. je disais, Oui. Pulsatiga chez Boiron, c'est Pulsatiga. Ouais. Quelles Voilà. sont les marques, les labos intéressants? Alors, écoutez, Rocal, il faisait très bon, des très bons remèdes. Il a dû fermer. Non. Il n'a pas fermé. Rocal, c'est les Ning. Et non, ils existent, il n'y a pas de souci, et ils font des produits de très bonne qualité. Ah bon? Ah bah, ROCAL, mais c'est des laboratoires Lénine. Mais les laboratoires Lénine ont été rachetés par Boiron, qui ont été Ah rachetés non, par... non, c'est la fête, elle a dit n'importe quoi. Non. C'est pas vrai, ça Non, existe. Ah non, j'ai pas dit que ça n'existait pas, Non. ça a été racheté par Boiron, d'après une pharmacienne. Non. Lénine existe et est indépendant, il n'y a pas de souci. Oui, on est sur les lignes. Non. Maintenant,
Moi, j'ai tous les remèdes à la maison, donc je donne le remède à la personne. C'est la plus belle pharmacie de l'Europe, certainement. Je donne le remède à la personne à la fin de la consultation. Est-ce que vous pensez qu'un cancer, quel qu'il soit, puisse être au moins maîtrisé, voire guéri par l'homéopathie uniciste? Pas par l'homéopathie uniciste, mais par le simili-minimum, oui. Mais il faut s'accrocher. Il y a une clé pour trouver la guérison. Il y a une clé, il faut la chercher. Quand vous cherchez votre clé, vous pouvez la trouver, je l'ai dans la poche, tout de suite, vous l'avez tout de suite. Mais si vous l'avez perdue dans le caniveau, il faudra la chercher plus longtemps. Ça veut rien dire. Est-ce que c'est soignable par l'homéopathie? Moi, je dis toujours non. Quand les gens au téléphone disent « Oh, on a telle maladie », est-ce que ça se soigne par homéopathie? Non. Rien ne se soigne par l'homéopathie. Ah, j'avais écrit une lettre. Elle est dans mon livre. Je vais vous lire ça. Ce que j'avais écrit à l'ordre des médecins, ça vaut la peine. Rien ne se soigne par l'homéopathie.